Pour connecter un switch à un réseau local, il faut utiliser ce qu'on appelle un média. Le média LAN le plus courant est Ethernet. Ethernet n'est pas seulement un type de câble ou de protocole. C'est un standard réseau que l'I3E a publié. Il est donc très fréquent d'entendre plusieurs termes comme protocole Ethernet, câble Ethernet, port Ethernet et aussi switch Ethernet. Les normes Ethernet recommandent différents types de câbles tout en spécifiant des longueurs maximales à ne pas dépasser pour chaque type. La première colonne du tableau correspond au nom de ces normes. Par exemple, dans le nom standard 10 base T, le 10 signifie une vitesse de transmission de 10 mégas. Le mot base se réfère à la signalisation, c'est-à-dire que seuls les signaux Ethernet sont portés sur ce support. Et la lettre T représente le câblage à paires torsadées. D'ailleurs, le fait que les paires soient torsadées dans le câble, cela permet d'éviter les interférences. En Ethernet, il existe différents types de supports physiques. On a le coaxial, la paire de cuivre torsadée, la fibre optique et le sans fil. La plupart des réseaux Ethernet utilisent le câblage en cuivre torsadé pour les petites distances car ils reviennent moins chers qu'une fibre optique ou un câble coaxial. Il existe plusieurs types de câbles à paires torsadées. Le type UTP correspond à un câble sans aucun bladage qui l'entoure. Dans un câble FTP, l'ensemble des 4 paires sont entourées par un feuillage en aluminium. Et en STP, le blindage se fait sur chaque paire du câble et l'ensemble est aussi entouré d'une protection. Les câbles cuivrés sont répartis en plusieurs catégories. La catégorie 1 est utilisée pour les communications téléphoniques. Elle n'est pas adaptée à la transmission de données. La 2 est capable de transmettre des données à des vitesses pouvant aller jusqu'à 4 mégas. La 3 peut aller jusqu'à 10 mégas, la 4 jusqu'à 16, la 5 jusqu'à 100 mégas, la 5E jusqu'à 1 giga, et les catégories 6, 6A et 7 peuvent transmettre des données à des vitesses pouvant aller jusqu'à 10 gigas. Les câbles réseau sont utilisés avec des connecteurs RJ45. La prise mâle, qui est celle de gauche, est utilisée pour le gère-tirage ou pour connecter un PC à la prise du bureau. Et la prise femelle, celle de droite, se câble pour équiper les bureaux ou les répartiteurs. Il existe 2 types de câbles réseau, le câble droit et le câble croisé. Les câbles droits sont principalement utilisés pour connecter des périphériques différents, tandis que les câbles croisés sont utilisés pour connecter des périphériques similaires. Pour distinguer les 2 types de câblage, il faut maintenir les extrémités du câble l'un à côté de l'autre. Si les couleurs correspondent de gauche à droite, alors c'est un câble droit. Et à l'inverse, si les couleurs ne correspondent pas, alors c'est un câble croisé. Un câble droit s'utilise pour connecter des dispositifs différents, c'est-à-dire des équipements qui fonctionnent à des couches réseau différentes. Par exemple, entre un switch et un routeur, entre switch et PC, switch et serveur, hub et PC, ou bien hub et serveur. Et un câble croisé s'utilise pour connecter des dispositifs similaires qui travaillent à la même couche réseau, comme 2 switches, 2 hubs, 2 routeurs, 2 PC, un switch et un hub, car ce sont des dispositifs de couche 2, et aussi un routeur et un PC, car ils travaillent tous les deux sur la même couche, la couche 3. Passons maintenant à la fibre optique. Une fibre optique est flexible et transparente. Elle est faite de verre qui se nomme silice et n'est pas beaucoup plus grande qu'un cheveu humain. Elle est principalement utilisée dans la communication car elle permet une transmission sur des distances beaucoup plus longues et aussi des vitesses beaucoup plus élevées que les autres médias. De plus, les fibres sont immunisées contre toutes sortes de parasites, ce qui évite les pertes. Les 2 composants de la fibre qui permettent de faire circuler de la lumière sont le noyau et la gaine. La majeure partie de la lumière se déplace du début à la fin à l'intérieur du noyau. Sur l'image, on peut voir un noyau avec un diamètre de 9 micromètres. Pour comparer, le diamètre des cheveux humains est d'environ 50 micromètres. Le diamètre extérieur de la gaine a une taille standard de 125 micromètres. Comme ça, les fabricants de composants peuvent créer des connecteurs pour tout type de câble. Le 3e élément que l'on voit sur cette image est le buffer. C'est une sorte de revêtement qui n'a rien à voir avec le confinement de la lumière dans la fibre. Son seul but est de protéger le verre des rayures et de l'humidité, car une fibre se casse ou se raye très facilement. Et en plus, l'eau et l'humidité lui sont très néfastes. Voyons maintenant les 2 types de fibres, le single mode et le multimode. La différence entre les deux, c'est la capacité de la fibre à envoyer de la lumière sur une longue distance à des débits élevés.
En général, le multimode est utilisé pour des distances plus courtes avec un débit bien inférieur au single mode. Pour les communications plus longues, on verra plutôt du single mode. Sur l'image qui représente les deux modes, on voit que la principale différence est la taille du noyau. Le single mode coûte plus cher que le multimode. Et la dernière chose à voir sur les fibres sont les connecteurs. Divers connecteurs à fibre optique sont disponibles. Les principales différences sont les dimensions et la manière de les brancher. Il existe actuellement environ plus de 70 types de connecteurs. Parmi les connecteurs les plus communs, nous avons les connecteurs ST, qui sont utilisés dans les panneaux de raccordement. C'est un connecteur très solide. Les connecteurs FC sont pour les panneaux de connexion et sont utilisés par les fournisseurs de services. Les connecteurs SC sont pour l'équipement de l'entreprise. Et les connecteurs LC sont eux aussi destinés aux entreprises, mais sont plutôt utilisés sur les modules SPF. C'est un module qui permet de relier par exemple deux switches avec une jarretière de fibre optique. Voici à quoi ressemble une trame Ethernet. Les données sont transmises sur un réseau local Ethernet à travers ce qu'on appelle une frame. En français, cela se traduit soit par le mot trame ou aussi par le mot cadre. Une trame est un conteneur dans lequel les données sont placées pour la transmission. Elle contient de nombreuses informations. Parmi les champs les plus importants, on trouve le champ préamble qui se compose de 8 octets et permet de synchroniser les signaux entre deux ordinateurs. Il y a l'adresse de destination, c'est-à-dire là où le paquet sera envoyé. L'adresse source est l'adresse de la machine qui a émis le paquet. Le champ type contient un code qui identifie le protocole de couche réseau. Le champ data contient les données de la couche réseau de l'ordinateur qui émet. Et le champ FCS permet de contrôler que le paquet a bien été transmis sans erreur. On va maintenant parler des adresses MAC. Tous les périphériques réseau doivent avoir une adresse MAC unique. L'adresse MAC est une adresse qui est gravée dans la carte réseau. On l'appelle aussi adresse physique ou alors BIA. Elle est exprimée en groupes de chiffres hexadécimaux qui sont organisés par 2 ou par 4. L'hexadécimal est un système de numérotation avec une base de 16. Cela signifie qu'il utilise 16 symboles composés de chiffres et de lettres. Les symboles en hexa vont de 0 à 9 et de A à F, ce qui donne un total de 16 symboles. Chaque chiffre en hexa a une longueur de 4 bits. Comme une adresse MAC comprend 12 chiffres hexadécimaux, elle fait donc 48 bits. L'adresse MAC est composée de deux parties. Une partie de 24 bits, qu'on appelle la WI, qui permet d'identifier le fabricant de la carte, et une autre partie, elle aussi de 24 bits, qui sont attribués par le fournisseur. De cette manière, cela permet d'identifier de manière unique la carte réseau. Contrairement aux adresses IP, l'adresse MAC ne doit pas être modifiée à moins qu'il y ait un besoin très spécifique de le faire. Passons maintenant au type de communication réseau. Les trois types les plus communs sont le unicast, le broadcast et le multicast. Dans une communication unicast, la trame est envoyée depuis un hôte et est adressée à une destination spécifique. Il n'y a qu'un seul émetteur et un seul récepteur. Par exemple, quand on fait un ping, on s'adresse qu'à une seule et unique machine. C'est le type de communication que l'on voit le plus souvent dans les réseaux locaux et Internet. Dans une communication broadcast, la trame est envoyée d'une adresse à toutes les autres adresses. Dans ce cas, il n'y a qu'un seul expéditeur, mais les informations sont envoyées à toutes les machines connectées. Et dans une communication multicast, les informations sont envoyées à un groupe spécifique de périphériques ou de clients. Contrairement au broadcast, ici les clients doivent être membres du même groupe de diffusion pour recevoir les informations. Voyons maintenant le chemin d'une trame Ethernet. Le switch construit et maintient une table qu'on appelle la table MAC. C'est une table de correspondance qui contient les MAC adresses rattachées au port du switch. La table MAC est stockée dans la cam. C'est une mémoire qui permet de faire des recherches très rapides. Pour chaque trame qui arrive dans un switch, le champ de l'entête qui correspond à l'adresse MAC de destination est comparé à la liste des adresses de la table MAC du switch. Ensuite, la trame sera envoyée sur le port appartenant à la même MAC adresse. Le switch maintient à jour sa table MAC en analysant les trames qui viennent des autres périphériques. Quand une trame arrive, il note la MAC adresse source avec le numéro de port d'où il vient. Pour mieux comprendre, nous allons voir le processus complet d'une trame.
Prenons comme exemple que le PCA souhaite communiquer avec le PCB et que le switch vient d'être démarré, ce qui signifie que sa table de MAC adresse est vide. Dans le champ adresse source de la trame sera inscrit l'adresse MAC du PCA et dans la destination ce sera l'adresse MAC du PCB. En premier, le switch reçoit donc une trame du PCA sur son port Fast Ethernet 01. Comme la table de MAC adresse du switch est vide, il en profite pour y mettre l'adresse source de la trame avec le port où il l'a reçue. Ensuite, le switch vérifie sa table pour trouver une correspondance avec l'adresse MAC de destination de la trame qu'il reçoit. Comme l'adresse de destination du PCB n'est pas connue de sa table, il envoie donc la trame à tous ses ports à l'exception du port sur lequel il l'a reçue. Dans ce cas, on dit qu'il inonde le réseau ou bien qu'il floute le réseau pour savoir à qui est destinée la trame. Le périphérique qui possède l'adresse MAC correspondante répond au switch avec une trame unicast adressée directement au PCA. Comme cette trame traverse le switch, il en profite aussi pour inscrire l'adresse MAC source de cette trame dans sa table MAC avec le numéro de port qui correspond. L'adresse de destination de la trame et son port associé se trouvent désormais dans la table MAC. Maintenant, le switch, il sait que pour joindre l'adresse MAC du PCA, il faudra passer par le port 01 et que pour joindre le PCB, ça sera par le port 03. Il pourra donc transférer des trames entre ces deux périphériques sans inonder ou flouder le réseau.